tous et bienvenue pour cette rencontre. On va parler de petites filles avec Irène Frein qui nous raconte La fille à histoire aux éditions du Seuil, son nouveau récit. Et puis Jean-Gabriel Causse, Les crayons de couleur, publié aux éditions Flammarion. C'est votre premier roman, Jean-Gabriel, après le formidable L'étonnant pouvoir... Pardon. L'étonnant pouvoir des couleurs, donc publié il y a 3 ans. Oui, il se passe des choses, c'est indirect. Alors, je dis qu'on va parler de petites filles parce que dans vos 2 livres, il s'agit, dans le cas d'Irène, d'une petite fille qui vit une vie plutôt grise, sauvée par quelques éclats de couleur de la part de son papa. Et puis, dans votre livre, Jean-Gabriel, c'est une petite fille qui va donner des couleurs à la vie. Alors, on va peut-être commencer par l'explication un peu bizarre de ce que je viens de dire, Jean-Gabriel. Alors, des couleurs à la vie, oui, parce que moi, je raconte un peu l'importance de la couleur dans nos vies. Et d'ailleurs, je suis vraiment ravi de voir que vous portez aussi nombreux des couleurs. Donc, c'est que le sujet vous intéresse. Et vous avez bien raison de porter de la couleur, parce que la couleur nous fait fondamentalement du bien. Et nous, les adultes, on l'a un peu oublié. Par contre, pour les enfants, c'est une évidence. Les enfants aiment la couleur, adorent la couleur. Vous prenez un enfant de 2-3 ans, vous lui dites « habille-toi comme tu veux », il se précipitera sur des couleurs vives. Ils aiment absolument les couleurs. Et c'est nous, par nos modes, qui avons tendance à les habiller comme des petits adultes. Donc souvent, malheureusement, comme les adultes aujourd'hui portent peu de couleurs, à leur enlever ces couleurs. Donc voilà pourquoi j'ai voulu prendre une petite fille innocente pour ramener les couleurs dans notre vie. Parce que pour moi, c'était vraiment le symbole... le symbole de ce qui était important. Enfin, c'est vraiment par les enfants, à mon avis, qu'on va ramener la couleur dans notre vie. Alors, c'est pas qu'une métaphore, parce que dans votre livre, les couleurs, le monde se vide de ces couleurs. Racontez-nous ce qui se passe, en fait, comment commence le livre entre Arthur, Charlotte et Louise. Voilà, alors Charlotte, c'est la maman de Louise, la petite fille. Et Charlotte a la particularité d'être aveugle de naissance. Ce qui ne l'empêche pas d'être une neuroscientifique brillante, spécialisée dans la couleur. Alors là, ça peut paraître un peu étrange que quelqu'un qui n'a jamais vu les couleurs puisse être une spécialiste, mais une longueur d'onde, il faut savoir que une couleur, c'est une longueur d'onde. Au même titre que vous avez des longueurs d'onde dans les infrarouges que nos yeux ne voient pas, ou dans les ultraviolets que nos yeux ne voient pas. Mais dans les infrarouges, par exemple, vous avez des physiciens qui travaillent les infrarouges, notamment en astronomie. Ils n'ont pas besoin de voir les infrarouges pour faire travailler des télescopes infrarouges. Donc on peut comprendre les influences physiques de la couleur sans les voir. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris cette maman qui est aveugle et qui va tout faire pour que notre monde retrouve les couleurs. Ça, c'est Charlotte. Son papa, le papa de la petite Louise, il est chauffeur de taxi à New York et il a un don incroyable. Statistiquement, il y a 1 ou 2 personnes parmi vous qui ont ce don. Il est atteint de ce qu'on appelle la synesthésie. Alors la synesthésie, en fait, c'est d'associer 2 sens l'un avec l'autre. Et donc c'est par exemple, il y en a qui associent la couleur avec des chiffres. C'est-à-dire que si je vous dis 3 x 4, il y a certaines personnes qui vont voir vert fois bleu. Et vert fois bleu, pour ces personnes-là, ça va faire orange. Enfin, il n'y a même pas de rapport. Et ce don de synesthésie fait que les plus grands mathématiciens et les meilleurs en calcul mental ont ce don. Et il y a un don incroyable dans la musique qui est d'associer des notes de musique à des couleurs. Un Petrucciani, par exemple, chaque fois qu'il jouait une note de musique, il voyait une couleur. Donc, il avait l'impression de peindre sur son piano. Scriabine, le compositeur, était un vrai synesthète et composait ses symphonies comme des tableaux de peinture. Voilà, donc d'un côté, nous avons une aveugle spécialiste des couleurs, de l'autre côté, nous avons un synesthète pour qui la couleur est importante, et une enfant qui, par essence, par nature, adore la couleur. Voilà le trio. Qu'est-ce qui se passe alors? Parce qu'un jour, les couleurs disparaissent. Voilà. En fait, j'ai reproduit ce que nous vivons aujourd'hui, notre monde, en allant un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que si vous regardez autour de vous, vous habitez pour beaucoup dans des appartements avec les murs qui sont blancs ou gris, alors qu'il n'y a pas si longtemps, dans nos maisons de campagne, il y avait la chambre bleue, la chambre verte, la chambre rouge. Aujourd'hui, malheureusement, il y a la chambre blanche, la chambre blanche, la chambre blanche. Vos voitures sont souvent grises ou noires ou blanches. 50% des voitures dans le monde aujourd'hui sont blanches. Là, c'est les derniers chiffres qui viennent de sortir. En 1956, 3 sur 4 étaient rouges, vertes ou bleues.
Quand vous allez à Cuba, où vous voyez ces couleurs magnifiques sur cette vieille voiture, sachez qu'à Brive, à Paris, vous aviez les mêmes voitures avec les mêmes couleurs. On ne le sait pas trop parce que nos photos sont en noir et blanc, donc on ne le voit pas. Mais on a changé nos voitures par des voitures modernes qui, malheureusement, n'ont jamais eu aussi peu de couleurs. Donc on est dans un monde où la couleur est en train de disparaître et c'est une vraie catastrophe. Donc là, j'ai forcé le trait dans le roman en faisant entièrement disparaître les couleurs, où on ne voit plus qu'en noir et blanc. Et dans un monde où le ciel est toujours gris, dans un monde où une tartelette aux fraises, elle est devenue grise, elle est plus appétissante, l'humanité va broyer du noir. Et ce serait une réalité scientifique si on était dans un monde en noir et blanc. On a besoin fondamentalement de couleurs. Donc ça, c'est le postulat de départ. Et Charlotte, donc mon aveugle qui n'a jamais vu, va tout faire par sa fille pour que le monde puisse retrouver ces couleurs dont nous avons tant besoin. Et à chaque fois qu'une couleur va réapparaître, je vais vous raconter les effets que produit cette couleur sur notre morale, sur nos émotions, sur nos envies. Ainsi que l'excès. Parce que les excès de couleurs sont aussi néfastes que leur manque. Bien évidemment, vous prenez le rouge par exemple, si vous avez trop de rouge, ça peut vous rendre vraiment agressif. Donc c'est des couleurs, parfois, d'ailleurs c'est la couleur la plus compliquée, mais la plus complexe et la plus belle d'ailleurs. On dit belle couleur. En russe, la place rouge, c'est une mauvaise traduction, ça voulait dire la belle place. Donc le rouge et belle, dans beaucoup de civilisations, sont synonymes. Donc le rouge, qui est la couleur la plus compliquée, effectivement, trop de rouge peut être nuisible, mais je peux vous garantir que la couleur en excès qui nous fait du mal, c'est le gris, et c'est le blanc, et c'est le noir, tout ça mélangé. Alors c'est votre premier roman, vous aviez déjà écrit un livre sur les couleurs, vous êtes membre du comité français de la couleur depuis 10 ans, à titre professionnel. Pourquoi êtes-vous passé au roman maintenant ? Alors je suis passé au roman parce que j'ai eu la chance justement de raconter, de vulgariser les influences des couleurs sur nos perceptions, nos comportements dans tous les domaines, donc du marketing à la sexualité en passant par la déco, etc. Et comme mon essai a plutôt très bien marché, il a été traduit en une quinzaine de langues, donc j'étais vraiment ravi, c'était au-delà de mes espérances. Et on m'a demandé de faire la suite. Mais j'ai dit, mais la suite, moi je ne suis pas un scientifique, je suis un designer. Donc je ne peux pas écrire, je ne vais pas inventer des choses, donc je vais attendre que les scientifiques travaillent, et je vous garantis que j'écrirai leurs études parce qu'elles sont toujours passionnantes. Mais en attendant, faire passer ce message que la couleur est fondamentale pour notre vie, qu'elle nous fait du bien et qu'elle nous influence au-delà de ce qu'on peut imaginer, je me suis dit, je vais essayer d'en faire un roman, de raconter cette histoire. Et d'où cette merveilleuse rencontre avec Flammarion, qui m'a permis d'écrire ce roman. On l'a même retravaillé un tout petit peu ensemble pour qu'il soit vraiment efficace. Et ça me fait très plaisir, quand on ouvre le roman, on me dit qu'on va jusqu'au bout et on n'a plus envie de le lâcher, on le dévore en 2 jours. Donc ça, c'est un gros compliment pour moi. Mais le plus beau compliment, c'est que derrière, on me dit, depuis que j'ai lu votre roman, je m'habille en couleur, j'ai changé les rideaux chez moi, je veux une voiture en couleur. Enfin, si je peux modestement mettre un peu de couleur dans votre vie, j'en suis le plus heureux. C'est la raison pour laquelle vous avez proposé la couverture d'un livre qui est à colorier, c'est ça ? Exactement, donc c'est un livre que tout le monde peut lire et qu'on peut même prêter aux enfants pour colorier, s'ils le veulent, leur couverture, ou les adultes. Avec les mandalas, il y a beaucoup de personnes qui mettent de la couleur. Mettre de la couleur, ça détend. Beaucoup de peintres, justement, vont peindre, c'est une sorte de thérapie, ça fait du bien. Donc n'importe qui. Alors il y a des personnes pour qui ça marche pas. Moi, ça m'énerve. Personnellement, moi, en précision comme ça, c'est pas mon truc. Mais certaines personnes, ça va les détendre. Et voilà, on s'est dit que cet objet, c'est votre objet. Comme l'objet de mon livre, c'est mettez de la couleur dans votre vie, vous pouvez commencer à le faire en mettant de la couleur sur votre couverture. Merci Jean-Gabriel. Alors, Merci. si mettre de la couleur est important dans la vie, raconter des histoires, c'est aussi une manière de donner de la couleur et peut-être même de continuer de vivre quand on est une petite fille et puis quand ensuite on est une adulte, un écrivain finalement, Irène Frein. Oui, les histoires qui sont dans les livres ou qu'on nous dit sont la meilleure façon c'est meilleur des anxiolytiques. La nuit, si on ne dort pas, on prend un livre et on est transporté dans un univers tout à fait différent et on oublie ses angoisses. À l'hôpital, c'est la même chose. À tout moment, même dans le bonheur, par exemple des vacances, on a besoin de ce tapis volant qui va colorer encore plus les vacances. En fait, il y a les couleurs de l'âme et les couleurs de l'âme, ce sont les mots. Donc, enfant, comme ma mère ne pouvait pas m'aimer, c'est pas qu'elle ne voulait pas, c'est qu'elle ne pouvait pas.
en raison de circonstances très rocambolesques et tragiques qui avaient entouré ma naissance. J'étais destinée à mourir. Donc, elle me rejetait. C'était ce qu'on appelle, oui, une mère rejetante. Et j'étais pendue à sa bouche pour comprendre pourquoi. J'avais quand même appelé la voisine maman. Et ma mère ne s'en était pas aperçue. Donc, on a été balancé par un voisin à mon père. À ce moment-là, d'ailleurs, j'ai fait une grande négociation avec mon père, parce que ce livre est quand même assez cocasse par moments, pour obtenir de dire quand même maman, tout en disant pas maman. Donc, on a transigé à maman Eck, parce que cette dame s'appelait Madame Douarec. Donc, si vous voulez, je voulais comprendre de la bouche de ma mère pourquoi elle ne m'aimait pas. Je me disais, il y a un secret. Je sentais, il y avait quelque chose de très opaque autour de ça. Et elle, ce secret lui pesait tellement que malgré l'interdit de mon père, elle laissait fuiter des choses par bribes. Et moi, je m'y accrochais. Donc, j'ai été d'autant plus pendue à la bouche de ma mère qu'elle était narratrice. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'elle revienne du marché, il y avait une histoire. Et elle était possédée par son histoire, donc tellement possédée, elle mettait 2 fois du sel dans l'eau à bouillir pour les pommes de terre, etc. Et à ce moment-là, non seulement le monde se colorait, mais les murs de la cuisine, les murs de cette maison salpêtrée, misérable, s'abattaient. Les murs de cette cour dont j'ai su récemment, après avoir écrit le livre, que dans la rue on l'appelait la cour des miracles, tout ça tombait. Et j'étais partie dans l'univers de ma mère, qu'elle s'inventait elle-même pour supporter la vie de ménagère pauvre et accablée d'enfants. Et puis pour supporter ses propres angoisses, ma mère ne s'aimait pas. Elle avait toujours peur que mon père la quitte. Et mon père pourtant n'en avait pas l'idée. Il était un homme extrêmement rigoureux. Je crois qu'il n'a pas du tout fait coup de canif dans le comptoir. Mais mon père était extrêmement beau. Et il était d'une intelligence exceptionnelle, et il était évidemment concentré sur son travail. Et ma mère était dans un univers tout à fait d'imaginaire négatif, si vous voulez. Pour faire une mère rejetante, il y a 2 choses. Il faut que ce soit des femmes qui aient été elles-mêmes très meurtries dans leur enfance, souvent par leur propre mère, et donc elles ont une très faible estime d'elles-mêmes. Et le deuxième point, c'est un conflit avec le conjoint qui est soit imaginaire, soit avec des fondements objectifs. Dans le cas de ma mère, c'était totalement imaginaire. Donc moi, j'ai appris la matrice des histoires à sa bouche. Et je voulais m'asseoir à la table des histoires. Quand ma mère réunissait, mais c'était sans doute aussi ça dans cette région, il y avait ce qu'on appelait les jus, les femmes qui disaient viens donc prendre un jus. Alors le jus, c'était le café, et entre femmes, elles se racontaient des histoires du quotidien, des histoires de femmes. Et moi, je voulais participer, et ma mère me rabrouait. Donc il faut se dire que j'ai quand même réussi à m'asseoir à la table des histoires, puisque j'y suis aujourd'hui pour vous parler de cette mère qui a été en fait mon merveilleux malheur, parce que son rejet a fait de moi un écrivain. Alors vous aviez cette voisine, Maman Eck, et puis, oui. Puis vous vous êtes inventé, quand on a beaucoup d'imagination, on peut s'inventer des mamans, et vous découpiez des petites figurines. Oui, alors j'ai commencé à la suite de troubles que j'ai eu enfant, qui étaient graves, mais mon père m'avait montré, comme on disait, vous vous souvenez de ce mot, on montrait les enfants aux médecins. Les adultes consultaient, mais les enfants étaient montrés. Donc on m'avait montré à ce qui était certainement l'un des meilleurs pédiatres de la région, le seul sans doute, je crois, qui était un homme exceptionnel, qui s'appelait le docteur Bretagne. Donc, comme ça se passe en Bretagne. Et à la suite de ce dialogue avec lui, dont je me souviens un peu, j'avais commencé à prendre la boîte à boutons de ma mère, inventer des personnages et une guerre, des conflits. Et je pense que je mettais en scène les conflits familiaux, dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Et ensuite, je me suis inventé une mer de papier. Donc je montais au grenier, je découpais des figurines dans un journal qui s'appelle Le Petit Écho de la mode. Et
ensuite, j'en ai fait plusieurs. Donc, elles ont fait des dialogues entre elles. Et c'était mes mères de papier, mes mères de substitution. Et je redescendais du grenier et je pouvais recommencer ma vie avec cette mère qui n'arrivait pas à m'aimer. Elle faisait tout ce qu'il fallait du côté social. J'étais bien habillée, j'étais bien nourrie, etc. D'ailleurs, pour l'embêter, je ne mangeais pas. Plus elle en faisait, et plus je donnais des appels au secours, si vous voulez. Et je pouvais vivre avec elle. Et je pense que c'est ainsi que j'ai appris à vivre dans un univers parallèle et aussi un univers du passé, puisque j'ai fini vers l'âge de 11 ans par passer ma vie entre avril et septembre en Bretagne. À ce moment-là, il fait très doux en Bretagne Sud, au grenier. Donc je n'embêtais personne, je dormais au grenier, personne ne me demandait rien. J'étais là entourée du passé et des histoires que je m'inventais à propos de la grande pyramide de Khéops, de, je ne sais pas, l'île de Pâques, que je trouvais dans des vieux historias. Et puis toujours des personnages. Et donc j'ai fini aussi par écrire des lettres à mes amis. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les mails. Et donc... dès qu'arrivaient les vacances, pour moi, c'était une tragédie. Parce que l'école, c'était ma seule soupape. Donc, j'arrivais souvent un quart d'heure en avance à l'école ou une demi-heure parce que je savais qu'il fallait que je parte. Et de cette maison, très tôt, j'ai su qu'il fallait que je parte, malgré mon père. Et mon père me poussait d'ailleurs lui-même à avoir ses études, qui me donneraient un passeport, parce que je suppose que la vie devenait infernale également pour lui, avec cette femme dépressive. Et donc, j'écrivais à mes amies. Et donc, elles étaient bombardées de lettres. Et un jour, une mère d'amis a été inquiète quand même de voir sa fille recevoir des lettres tous les jours. Et donc, elle a demandé à lire les lettres. Et quand elle les a lues, elle a dit, elle écrit formidablement, ta copine, elle finira en écrivant. Alors, certes, mais il y a eu plusieurs livres qui ont permis la parution de celui-ci. D'abord, il y a le livre interdit, celui que vous avez publié en 2000. Oui, La Maison de la Source, où j'avais relaté mon enfance, mes parents étaient vivants, et j'avais eu envie de fixer mes souvenirs avec l'accord de mes parents. Et ma mère n'avait rien dit, puisqu'elle avait peur de mon père. Mais j'avais senti que c'était très difficile. Et donc j'avais demandé à faire reproduire des photos, par exemple. Donc j'avais eu l'accord de mon père, j'avais bien entendu payer les reproductions. Bien m'en a pris, parce que des comptes ont été demandés à mon père sur qui a payé les photos. Enfin, la famille, déjà, frères et sœurs, était très hostile. Et quand le livre est paru, eh bien, à 2 reprises, mon éditeur, qui est le patron du Seuil actuellement, mais il était chez Fayard, a reçu 2 demandes qui équivalaient à des demandes d'interdiction de ce livre, qui était d'une fraîcheur, d'une tendresse, d'une précision. Mais j'ai compris maintenant, c'est sans que je le sache, sans que je le comprenne, le secret de famille avait fuité. Donc, vous savez, on dit des choses et on ne mesure pas la portée. Mais pour ma mère, c'était capital. Or, de ce qui s'était passé autour de ma naissance, il y avait des témoins dans la ville. Et elle a dû avoir une panique totale. Et donc, elle a utilisé son bras armé, qui était une de mes sœurs, qui était le prolongement de son rejet, si vous voulez, pour demander l'interdiction. Bon, c'était pas tout à fait une interdiction, mais c'était aussi bien détruire ma position chez l'éditeur. Or, en France, on n'interdit pas les livres. Il faut vraiment des choses très graves. Et pour moi, c'était tragique, parce que écrire, c'est consubstantiel. C'est au-delà d'un gagne-pain. Et c'était comme si, vous savez, sous la dictature argentine, vous savez, on cassait les mains des pianistes. Et donc, mon état a voulu comprendre ce qui se passait. Alors, j'ai fini par écrire à mes parents, et mon père est tombé des nues. Il n'était pas au courant. Et là, il m'a écrit, il m'a dit, tout ce que tu as dit est vrai. Tu as une mémoire extraordinaire, mais essaie de comprendre, tes frères et sœurs n'écrivent pas.
Alors, effectivement, il y a cette histoire-là, mais vous le retracez dans La fille à histoire, vous retracez comment vous en êtes arrivé certes, exister à travers la fiction et l'écriture d'histoire, parce que et puis j'avais pas de place. et à vous libérer de cette histoire que vous portez. Vos parents sont décédés aujourd'hui, et quelque chose s'est ouvert aussi pour vous. Vous écrivez différemment depuis la mort de vos parents, dites-vous. Pourquoi? Oui. Je pense, c'est-à-dire que je pense que tous mes livres jusqu'à la mort de ma mère étaient destinés inconsciemment à la conquérir. Donc tous ces livres que vous avez aimés, Secret de famille, Des vies, Le Nabab, enfin je suis presque émue en le disant, étaient destinés à ma mère. Et jamais ma mère ne me les a reçus. Quand je venais, elle a dit devant témoin, et je sais qu'elle le faisait souvent, mais là, un jour, c'est arrivé, elle a dit, j'étais là, dans cette pièce, au téléphone, elle a répondu, je ne peux pas te parler, Irène Frein est là. Donc, elle ne pouvait pas dire Irène. Elle a raison, je l'ai trouvé, elle est dans le livre, ce secret que j'ai élucidé. Elle ne pouvait pas dire ce nom, mais en plus, elle ajoutait mon nom de femme, ce qui est mon nom d'écrivain, et j'avais l'impression d'être une étrangère, et j'étais une étrangère. Et ce jour-là, j'ai tourné les yeux vers la fenêtre parce que je ne voulais pas rencontrer les yeux de mon mari. Je savais que si je les avais rencontrés, je me serais effondrée. Je n'ai donc rien dit, et j'ai fait comme d'habitude, je suis allée dans le déni. Ça ne s'était pas passé. Et puis 2 heures après, je me suis tournée vers mon mari, j'ai dit, mais bon, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? S'il n'avait pas entendu, il me l'aurait dit. Et il a dit oui. Je lui ai dit, et alors? Il m'a dit, on sort. On sort. On va ailleurs, on va se distraire. Et bon, et si vous voulez, et même quand ils sont morts, j'ai trouvé un carton au moment de liquidation de la maison où il y avait tous les livres que j'avais dédicacés à mes parents. La scène est dans le livre. Et le notaire m'a dit, on m'a simplement... Alors, donc, c'est pas mes parents qui avaient fait ça, évidemment. Ma mère était morte depuis 6 mois. On m'a dit, je n'ai qu'une indication, retour à l'envoyeur. C'est-à-dire qu'en tant que membre de la famille, j'étais exclue, mais ça, c'était pour cause d'écriture. Mais j'étais exclue une 2e fois. Et ce que j'ai... La carton, c'était tu peux garder ça pour toi. Et c'était quand même dédié à mes parents, si vous voulez. Alors, le livre, j'ai voulu qu'il soit beau. C'est-à-dire que c'est pas un règlement de compte. Non, alors justement, c'est pas un règlement de compte. C'est un livre qui est très très beau, qui est très émouvant et qui vous émeut aussi aujourd'hui. Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je sens beaucoup d'affection dans les regards. Très certainement. Oui. Mais c'est aussi, et surtout, et on va être obligé de se laisser, et de laisser aussi le mystère un petit peu du livre. Oui. C'est un livre sur l'écriture, sur la naissance d'un écrivain. Voilà, c'est même essentiellement le livre de la naissance d'un écrivain. C'est un livre sur l'écriture. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Généralement, c'est une souffrance. Et si j'ai quelque chose à vous dire, si vous avez envie d'écrire, d'abord parce que ça fait du bien d'écrire, c'est comme lire. C'est un anxiolytique puissant, les mots. Vous faites sens dans votre vie. Eh bien, si vous voulez, allez voir votre souffrance. Regardez-la en face, regardez-la tranquillement et dites-lui, toi, souffrance, tu vas voir. Je vais faire quelque chose de toi et quelque chose de beau et qui pourra peut-être être partagé. Et mon objectif, c'était la beauté. Merci Irène. Justement, c'est l'objectif commun que vous partagez avec Jean-Gabriel. Est-ce que l'écriture, c'est forcément lié à la souffrance, Jean-Gabriel? Alors en ce qui me concerne, pas du tout. Moi, au contraire, c'est du plaisir. Et quand je souffre... Je n'ai pas dit que c'était pas du plaisir. Non, mais moi... Du tout, c'est un grand plaisir. Mais... je crois quand même qu'on va chercher en soi des manques, si ce n'est pas de la souffrance. Et vous, Jean-Gabriel, est-ce que vous êtes allé chercher des manques en vous? Je ne crois pas. Moi, en fait, j'ai une telle passion pour la couleur que cette passion, je me rends compte que plus j'avance dans la couleur, plus je vois tous les gens que je vois dans la couleur, je me rends compte à quel point c'est une aide formidable. Quand on traverse tous des épreuves très difficiles, on ne le raconte pas tous aussi bien qu'Irène, mais on a tous des épreuves difficiles, et donc on broie tous du noir. Donc de mettre de la couleur dans notre vie, c'est une aide formidable. Oui, mais c'est un livre qui ne broie pas du noir. Justement. Il est tonique. Et vous arrivez à le... voyez,
Exactement. Je suis toujours en couleur, moi. Et je pense effectivement, je suis certain même que l'écriture vous aide justement Vous à... savez, on dit en Inde, où je suis allée beaucoup, qu'il y a en effet les couleurs de l'âme Oui. et les couleurs des saisons. Et même la musique a une couleur, le raga a une couleur. Et ce sont des modes de vibration intérieure qui donnent la couleur de l'âme et qui donnent aussi la couleur de nos vêtements. Et j'étais une petite fille habillée en couleur parce que ma mère était couturière. Je peux vous dire que dans le petit écho de la mode, j'ai appris la couleur. Et ça a fait autour de moi une dynastie dans ma famille, ma fille et d'autres, de designers qui utilisent énormément la couleur. C'est peut-être pas un hasard. Peut-être qu'aussi la couleur a sauvé Irène Frein, Jean-Gabriel. Je l'espère, Je c'est suis possible, sûre. j'en suis persuadé également. suis En tout persuadée. cas, c'est apparemment un des secrets du bonheur, si on en croit votre livre, donc Les crayons de couleur, Jean-Gabriel Causse, publié aux éditions Flammarion, et puis La fille à histoire d'Irène Frein, publié aux éditions du Seuil. Deux livres absolument passionnants qui ont finalement pas mal de réponses à s'apporter l'un l'autre. Merci à tous les deux et à très bientôt. Merci à vous.